présidentielle 2017. Mes chers compatriotes de métropole et d'outre-mer, ne renoncez jamais à cette dignité. L'événement politique est dans la matinale d'Europe 1. Europe 1, 8h13. La matinale spéciale présidentielle se poursuit sur Europe 1 avec vous, François Fillon. Vous répondez à présent aux questions de Fabien Amias. Bonjour François Fillon. Bonjour. Au nom de quoi la France n'aurait-elle pas dû accueillir le ministre turc des Affaires étrangères hier qui était à Metz ? Au nom de la solidarité européenne, au nom de la solidarité avec nos voisins allemands et néerlandais qui ont été traités de nazis par le président turc. J'entendais tout à l'heure sur votre antenne un Turc qui s'exprimait. Je précise que je ne demande pas l'interdiction des réunions organisées par la communauté turque en France. Ils sont parfaitement libres de se réunir. La question qui est posée précisément, c'est la provocation du gouvernement turc à l'égard des Pays-Bas et de l'Allemagne qui aurait dû conduire à une décision du gouvernement français de ne pas laisser ce ministre turc venir sur notre territoire. Vous parlez de solidarité européenne, mais on ne voit pas dans quel cas concret cette solidarité s'exerce. Donc au nom de quoi la France devrait aligner sa diplomatie sur celle de ses voisins européens ? Il ne s'agit pas d'aligner notre diplomatie. Malheureusement, on le fait trop souvent, d'aligner notre diplomatie sur nos voisins européens, et je le regrette. Mais en l'occurrence, le gouvernement turc dérape. On ne peut pas laisser le gouvernement turc traiter l'Allemagne et les Pays-Bas de nazis sans réagir. Il y a un vrai problème aujourd'hui dans la relation avec la Turquie qui doit appeler de notre part plus de fermeté. Les mots qui ont été employés. J'ajoute d'ailleurs que le gouvernement français devrait, cette critique s'applique aux autres gouvernements européens, dire clairement désormais aux Turcs qu'ils ne pourront pas entrer dans l'Union européenne, qu'il faut envisager avec eux d'autres formes de relations, mais la manière dont on laisse se dérouler cette négociation qui dure depuis 30 ans sur l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne est, à mon avis, une des causes aussi des tensions qui existent aujourd'hui avec la Turquie. Ce que vous avez, en tout cas dans votre programme, était toujours été clair là-dessus, la Turquie, à vos yeux, ne doit pas être dans l'Union européenne. Dans les attaques de la Turquie contre les Pays-Bas, notamment, et les mots qui ont été employés, nazisme, fascisme, font évidemment beaucoup réagir, mais il y a la perspective de la victoire de l'extrême droite en Hollande lors des élections qui auront lieu après-demain avec leur leader Geert Wilders. Est-ce que cette perspective de la victoire d'un parti populiste en Europe vous inquiète, François Fillon ? Bien sûr qu'elle m'inquiète. Et elle justifiait notamment une plus grande solidarité avec le gouvernement néerlandais. C'est un immense danger que de voir l'extrême droite s'emparer d'un pays comme les Pays-Bas. Et j'espère bien d'ailleurs que ça ne sera pas le cas. En l'occurrence, c'est dénoncé par les Turcs. Oui, également. Mais j'espère bien que ça ne sera pas le cas parce que l'Union européenne est déjà très fragile. Elle vient de perdre un pays très important avec la Grande-Bretagne. Elle est menacée de dislocation. Il s'agit évidemment pour nous de reconstruire un projet européen, notamment par un rapprochement avec l'Allemagne, ce qui suppose d'abord que nous soyons debout, que nous ne soyons plus un pays à genoux, endetté, avec un taux de chômage record, que nous ayons une économie en croissance et que nous puissions, à égalité avec les Allemands, proposer un nouveau projet pour l'Union européenne. L'Europe aujourd'hui, vous avez rappelé le Brexit, il y a la perspective de ces élections. À vos yeux, telle qu'elle existe aujourd'hui, elle est menacée d'éclatement ? Oui, bien sûr, elle est menacée d'éclatement parce qu'elle a perdu son objectif aux yeux des peuples. Donc il faut reconstruire un nouveau projet. Moi, je propose de le reconstruire autour de quelques priorités que seule l'Europe peut assumer. Et en particulier, je propose que la zone euro s'organise pour assurer l'indépendance et la souveraineté de l'Europe face aux États-Unis et face à la Chine. Parce que c'est, à mon avis, le vrai débat des années qui viennent. Un mot de la Russie, vous venez de parler des États-Unis et de la Chine. Dans votre interview aux Échos ce matin, vous parlez d'une Russie qui dérive dans le mauvais sens. Est-ce à dire, François Fillon, que vous avez changé de vision par rapport à Vladimir Poutine, dont vous avez souvent loué les qualités de chef d'État et ses caractéristiques ? Non, pas du tout, non. La Russie dérive, c'est incontestable, mais elle dérive pourquoi ? Parce que nous avons, à l'origine, eu une mauvaise politique à l'égard de la Russie. C'est-à-dire qu'on a repoussé la Russie, on lui a imposé des sanctions, on a refusé... Ouais, mais si elle dérive, c'est pas de notre faute, là, pour le coup. Il y a une responsabilité de la politique russe. Je constate qu'il y a une dérive de la Russie. Mais je constate aussi que nous avons commis des erreurs et on ne pouvait pas dire que c'est pas notre responsabilité. Les sanctions qu'on a mises en place, c'est bien de notre responsabilité. Et ces sanctions, elles ont abouti à quoi ? Elles ont abouti à un durcissement de la position russe. Il faut les lever, ces sanctions. Aujourd'hui, est-ce
qu'il faut lever l'embargo qui pèse sur la Russie ? Il faut les lever en échange d'évolution de la position russe. Je l'ai toujours défendu. Il y a un accord sur l'Ukraine qui s'appelle l'accord de Minsk. Il y a une partie qui doit être respectée par la partie russe et il y a une partie qui doit être respectée par la partie ukrainienne. Pour l'instant, personne ne respecte rien. Le rôle de l'Europe, c'est évidemment d'appuyer pour faire en sorte que chacun respecte cet accord, mais il faut parler avec la Russie parce que on ne peut pas laisser l'Europe éclater, laisser M. Trump isoler les États-Unis, on vous a entendu là-dessus, laisser la Chine nous piller en termes commerciaux et en plus enclencher un conflit avec la Russie. Où est-ce qu'on va ? On vous entend là-dessus. L'une des faillites de l'Europe dont on parlait à l'instant, c'est la gestion des migrants, des flux migratoires. Est-ce que vous suggérez de restaurer, ne serait-ce que pour un temps, le contrôle aux frontières intérieures ? C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. On a déjà restauré le contrôle aux frontières intérieures. Il y a des contrôles qui peuvent se passer à proximité des frontières, mais est-ce qu'il faut revenir sur les accords de Schengen ? Allez à Menton, vous avez un contrôle à la frontière qui conduit chaque jour à reconduire en Italie des centaines et des centaines de migrants qui sont venus de façon illégale. Je propose, j'ai parlé d'un projet européen sur la monnaie et sur la zone euro, deuxième priorité, des frontières européennes. Je propose qu'on définisse un cahier des charges, ce que doit être une frontière européenne. Pour chaque pays au sein de l'Europe. Est-ce qu'il faut revenir à ce qu'étaient les pays avant ? Non, pas du tout. Une frontière européenne, mais dans laquelle je n'inclus que les pays qui acceptent la contrainte de cette frontière et qui acceptent de la surveiller. Quand vous entrez aux États-Unis aujourd'hui, en général, il faut entre 1 heure et 1 heure et demie pour passer les contrôles de police parce que c'est sérieux. Il faut que ce soit la même chose dans la nouvelle zone de Schengen. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a trop d'immigration en France ? Est-ce que le solde migratoire est trop important ? Bien sûr, il y a une inadéquation entre notre situation économique, le chômage, les logements disponibles, la situation budgétaire de notre pays et puis le nombre de personnes que nous accueillons. Donc que proposez-vous concrètement et comment est-ce que des quotas, c'est-à-dire que je propose que chaque année, le Parlement, dans un débat démocratique, transparent, que chacun pourra suivre, le Parlement en fonction de nos capacités économiques, de nos capacités d'accueil, de nos logements, des places dans les écoles, etc., le Parlement vote un nombre maximum de personnes qu'on pourra accueillir sur le territoire. C'est la politique que conduit le Canada, c'est la politique que conduit pour une part aujourd'hui la Grande-Bretagne. Combien ? Je pense que c'est... Quel volume ? Par exemple, le Front National dit qu'il faut que le solde annuel soit 10 000. C'est tout ce qui m'oppose au Front National. Ce chiffre ne repose sur rien. Moi, je propose que chaque année... Oui, mais s'il faut des quotas, il faut bien définir les quotas et le nombre de migrants chaque année, d'immigrés chaque année. Chaque année, M. Namias, en fonction des capacités d'accueil du pays, on fixera les quotas. S'il y a plus de chômage, il y a moins de quotas. S'il y a moins de chômage, il y a plus de quotas. La question du logement, et en particulier du logement social, est une question fondamentale. Accueillir des personnes pour les laisser dormir dans la rue, c'est pas digne d'un pays comme le nôtre. Faut-il aujourd'hui supprimer le regroupement familial ? Avec les quotas, la question du regroupement familial ne se pose plus, parce que moi, mes quotas, ils s'appliquent... Donc il y a aussi un quota pour... il y a des quotas économiques, il y a des quotas de famille... c'est un quota général. C'est un quota général. On accueille 20 000, 30 000, 50 000, 100 000, 150 000, j'en sais rien. Ça sera le Parlement qui le décidera. Personne sur le territoire, c'est-à-dire qu'on donne des titres de séjour à un nombre de personnes fixé par le Parlement, et ça s'applique à toutes les formes d'immigration légale. Vous proposez un délai de carence de 2 ans qui s'appliquerait aux étrangers avant de bénéficier de nos prestations sociales. Oui, en Allemagne, ça va être 5 ans. Médical d'État. Mais alors, sur ces points, vous affichez une convergence totale avec le Front National. Vous assumez, ce sont des points qui sont dans le programme de Marine Le Pen et qui sont aussi dans votre programme. Vous assumez ces convergences ? Pas du tout, j'assume aucune de ces convergences. C'est la situation de l'Allemagne. L'Allemagne, monsieur Namias. Est-ce que vous pensez que Mme Merkel a des convergences avec le Front National ? En Allemagne, ça va être 5 ans le délai de carence avant de bénéficier des prestations sociales. Voilà, il n'y a pas de convergence avec le Front National. C'est une mesure de bon sens. Et j'ai même ajouté quelque chose. Dans la législation française d'aujourd'hui, cette mesure existe. Depuis des années, une personne ne peut recevoir un titre de séjour que si elle fait la preuve qu'elle est capable de faire vivre sa famille et donc qu'elle en a les ressources, sauf que c'est pas appliqué. Mais il n'y a pas de délai de carence aujourd'hui avant de bénéficier. C'est la même chose. En tout cas, c'est pas appliqué. C'est pas appliqué. C'est-à-dire qu'on est dans un pays qui applique pas la loi. François Fillon, est-ce que vous avez le sentiment, et je reprends le terme qu'a employé Alain Juppé il y a exactement une semaine, d'être à l'origine d'un gâchis ?
c'est pas moi qui suis à l'origine d'un gâchis. Ceux qui sont à l'origine d'un gâchis, ce sont ceux qui instrumentalisent la justice, qui lancent des accusations non fondées et qui, depuis un mois, polluent le débat présidentiel. Vous parlez aussi de ceux qui polluent le débat au sein même de votre propre camp. Est-ce que vous comprenez ceux qui vous ont abandonné, qui sont partis? Non seulement je les comprends pas, mais je les invite, et je vous invite d'ailleurs à lire une remarquable interview de Jean-Pierre Chevènement dans l'Express qui explique pourquoi... Alors lui, il n'était pas dans votre camp à l'origine. Non, justement. Peut-être qu'il va le rejoindre, mais... Non, je ne dis pas qu'il va le rejoindre, je dis simplement que dans l'Express, Jean-Pierre Chevènement explique et dénonce l'instrumentalisation de la justice, le rôle des médias dans cette affaire me concernant. C'est Jean-Pierre Chevènement. Et j'aimerais que parfois que certains de mes amis soient plus proches... Ni de la justice, ni des médias, mais simplement de ceux qui, autour de vous, sont partis. C'est ça qui a abouti à cette crise. Ceci étant, la plupart d'entre eux reviennent, comme vous avez pu le constater. Et ils sont les bienvenus. Vous leur pardonnerez? Tout le monde est bienvenu, mais l'élection présidentielle... Parce qu'il paraît que vous avez un tempérament un peu rancunier. Non, l'élection présidentielle, c'est pas une affaire de président de région, de parlementaire. C'est d'abord la rencontre d'un homme avec un peuple. C'est ma candidature, mon projet. Naturellement, tous les soutiens sont les bienvenus. Plus il y en aura, mieux ce sera. Mais ça ne me détournera pas de ma volonté de présenter mon projet directement aux Français. Mais c'est une élection présidentielle, c'est aussi une histoire de majorité. Après l'élection présidentielle, êtes-vous aujourd'hui convaincu que vous disposerez d'une majorité? Est-ce que les conditions de votre propre fronde n'ont pas été créées par tous ceux qui vous ont déserté? Non seulement, monsieur Namias, je disposerai d'une majorité, mais je serai le seul à disposer d'une majorité. Il n'y a aucun autre candidat aujourd'hui qui peut prétendre. Le fait que monsieur Macron est dans une situation qui ne lui permet pas d'obtenir une majorité. La majorité de Robert Rue à Alain Madelin, il faudra me démontrer que c'est possible. Et quant à madame Le Pen, chacun voit bien qu'elle ne peut pas avoir de majorité au Parlement. Donc oui, je suis aujourd'hui le seul candidat qui peut avoir une majorité, parce que cette majorité, c'est celle qui représente les valeurs de la droite et du centre qui existent dans notre pays et qui correspondent à un socle de français qui, à mon sens, est d'ailleurs majoritaire. Tout à l'heure, vous avez expliqué à Thomas Soto que vous aviez renoncé à dévoiler les noms des ministres comme vous étiez engagé à le faire, mais c'est parce que justement vous avez peine à les trouver aujourd'hui et donc à définir ce qui pourrait aujourd'hui constituer le statut de votre gouvernement. S'il y a une catégorie de personnes qu'on n'a pas de peine à trouver, c'est les candidats à des ministères. Ça, je vous assure, il y en a énormément. Non, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que compte tenu du désordre, compte tenu du calendrier qui a été en raison de ce désordre repoussé, j'ai aujourd'hui une priorité qui est de rassembler la famille politique et donc ça ne me permet pas de faire sereinement, comme j'aurais voulu le faire, l'annonce d'un certain nombre de membres du gouvernement. Mais je vous assure que j'ai pas de mal à en trouver, c'est plutôt le contraire. Alors la lutte sera âpre puisque vous parlez de 15 ministres aujourd'hui dans votre interview aux Échos. La parité sera respectée au sein de votre gouvernement? Bien sûr, je l'ai dit à maintes reprises. Quelle est votre divergence fondamentale avec Emmanuel Macron? Emmanuel Macron ne propose aucune réforme structurelle. Emmanuel Macron est dans la continuité de François Hollande. C'est une sorte d'hologramme de François Hollande en plus jeune. Il a commencé au début de sa campagne avec quelques idées assez fortes. Il était contre les 35 heures, il était pour la suppression, la réforme de la fiscalité du capital. Il avait un certain nombre d'idées qui rejoignaient les miennes. Au fur et à mesure que sa campagne se déroule, toutes ces idées disparaissent. La flat tax sur le capital, l'impôt sur les sociétés ramené à 25%, la suspension, voire la suppression du régime de pénibilité, le plafond des indemnités prud'homales. Ce ne sont pas des réformes structurelles. Ce ne sont pas des réformes structurelles. Les réformes structurelles, ce sont des réformes économiques et fiscales qui intéressent directement les Français, que vous avez d'ailleurs évoqué tout à l'heure. Monsieur Namias, je ne sais pas si votre rôle c'est d'être l'avocat de Monsieur Macron, mais moi le mien c'est de vous dire que son programme, c'est de vous dire. Mais si vous comparez ces programmes, vous ne pouvez pas dire ce que vous dites. C'est pas honnête de dire ce que vous dites. Il n'y a aucune réforme structurelle. Il n'y a pas de réforme. Non, ce sont des mesures ponctuelles, ce sont des mesures conjoncturelles, ce sont des aménagements. Monsieur Macron ne propose pas de choc en matière de compétitivité. Il ne propose pas une baisse aussi puissante des charges que celle que je propose. Il ne propose pas de supprimer les 35 heures. Il ne propose pas de supprimer l'ISF. Il ne propose pas de réformer, comme je le propose, l'indemnisation du chômage. Il ne propose pas une seule aide sociale unique. Donc il n'y a pas de réforme structurelle dans le programme d'Emmanuel
Emmanuel Macron. Pourquoi ? Parce que au fur et à mesure que sa campagne se déroule, il cherche à rassembler un maximum de gens au centre gauche et au centre droit, ce que je comprends parfaitement, mais ça le conduit à proposer au fond une continuité. Emmanuel Macron, c'est la continuité de François Hollande. À vos yeux, il n'est pas apte à être président, Emmanuel Macron ? Non, je n'ai pas dit ça. Je ne porte pas de jugement de valeur sur les personnes. C'est lui qui a dit qu'il était immature en termes politiques. C'est pas moi qui l'ai dit. Je ne me serais pas permis de dire cela. Je pense simplement que dans les circonstances qui sont celles que la France doit affronter aujourd'hui, que j'ai essayé de décrire, on a besoin d'un président de la République qui ait de l'expérience. Il est la continuité de François Hollande, mais vous n'êtes pas la continuité de Nicolas Sarkozy. Non, je ne renie pas du tout ce que nous avons fait avec Nicolas Sarkozy, mais chacun voit bien que le programme que je propose est différent. C'est d'ailleurs cette différence que les électeurs de la primaire ont sanctionné. Pourquoi les arguments, François Fillon, contre Marine Le Pen ne semblent aujourd'hui pas portés ? Sans doute parce qu'on les met pas suffisamment en avant, et donc je vais m'employer à le faire, notamment la sortie du franc, le retour au franc et la sortie de l'euro qui ruine le pays en 6 mois, avec une inflation galopante, avec des conséquences pour les mais alors personnes. Ça semble pas suffisamment effrayer les citoyens pour faire baisser Marine Le Pen dans les intentions de vote. D'abord, on parle de sondage, je vous rappelle toujours que... Alors ça, vous n'y croyez pas au sondage, hein. C'est pas que j'y crois pas, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de... Enfin, je suis très sceptique sur la réalité de ces sondages au moment du vote. Voilà, et je l'ai expérimenté à plusieurs reprises. Mais on ne peut pas nier qu'il y a aujourd'hui beaucoup de Français qui sont en colère contre tout, contre le système, contre les responsables politiques, et qui du coup choisissent Marine Le Pen comme le moyen d'exprimer leur colère. Et qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui à ces citoyens qui pour la plupart sont à droite, vous espérez qu'ils finalement ils rallient votre candidature ? Je leur dis que ce choix est une voie sans issue qui conduirait le pays à une impasse économique et politique, qui aboutirait très rapidement à ruiner les petits épargnants, à mettre en difficulté les personnes âgées, à cause de l'inflation, et qui mettrait l'économie française au banc des économies européennes. Voilà, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de Français qui aient envie de connaître cette aventure-là, dont chacun voit bien, dont tous les économistes, qu'ils soient de gauche ou qu'ils soient de droite, condamnent les perspectives. Si vous n'étiez pas au second tour, alors vous voulez me dire que vous n'envisagez pas cette hypothèse, mais en même temps, vous défendez une ligne politique. Est-ce que vous voteriez pour le candidat, quel qu'il soit, qui serait opposé à Marine Le Pen ? Vous savez bien que je ne réponds jamais à cette question. Je répondrai à cette question quand elle se posera. Non, politique, c'est même pas une question de statistique, de prévision. C'est une question qui consiste à essayer d'installer dans les esprits l'idée que je ne serai pas au second tour. Je serai au second tour, monsieur Namias. Voilà, je serai au second tour. Alors, si vous êtes au second tour et que vous emportez l'élection présidentielle, vous demanderez des efforts inédits aux Français. Vous les avez détaillés tout à l'heure. Non, pas du tout. Ils ne sont pas du tout inédits. Il y a, en 2000, on travaillait 39 heures. Et au début des années 80, on partait à la retraite à 65 ans. Donc ce ne sont pas du tout des efforts inédits. Mais est-ce que ce ne sont pas des efforts inédits, ce sont surtout des efforts qui permettent d'améliorer le pouvoir d'achat. Et est-ce que aujourd'hui, votre situation politique, votre image, tout ce qu'on en a dit, tout ce qui est sorti, ce rapport à l'argent vous permet-elle d'avoir cette politique de fermeté et de demander tous ces efforts ? Est-ce que vous aurez les moyens de votre politique ? C'est les Français qui choisiront, et c'est justement bien la différence avec la situation d'aujourd'hui, où c'est un petit nombre de personnes dans certains médias qui choisissent quel est le candidat qui doit l'emporter. Voilà, ce qui va se passer, c'est que les Français vont choisir. Et c'est le jugement des Français auquel je me remets. Merci beaucoup Fabien Namias. François Fillon, vous restez avec nous jusqu'à 9h. Dans un instant, vous répondrez aux questions de Natacha Polony. Et puis ensuite, ce sera la revue de presse avec Nicolas Canteloup. À tout de suite.